Professeur Karine Lacombe, bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue. Vous dirigez le service des maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, Karine Lacombe. Je regarde les derniers chiffres. En France, 656 morts ces dernières 24 heures. 1610 morts en 24 heures en Grande-Bretagne. 1171 morts en 24 heures en Allemagne. Le virus est là, il est bien là. Il a fait plus de victimes après l'été en France qu'avant l'été. Ça, je pense qu'il faut le savoir. Tout à fait. Autre chose, nous sommes sur un plateau, mais 656 morts. Le virus est là. Est-ce que l'on peut dire ce matin que l'épidémie progresse ? L'épidémie progresse avec certitude. On n'est pas pour l'instant dans une augmentation foudroyante du nombre d'infectés, du nombre de décès, mais on voit que même si on a le sentiment d'être sur un plateau, on est plutôt sur un plateau légèrement ascendant et on craint effectivement dans les semaines à venir qu'on ait une augmentation bien plus importante. Pourquoi ? Parce que le taux de reproduction du virus augmente ? Alors, il y a deux choses. Donc, effectivement, le taux de reproduction du virus augmente. Mais si on fait le parallèle avec ce qu'il se passe dans les pays voisins, en particulier avec l'Angleterre, on craint en fait que cette fameuse souche variante du SARS-CoV-2 prenne le dessus sur la souche actuellement majoritaire en France. Et on sait que ce variant se multiplie beaucoup plus rapidement et surtout est beaucoup plus infectieux. Donc, se transmet plus. Et effectivement, on pense que c'est ce qui va changer la dynamique de l'épidémie dans les semaines à venir. Ce qui veut dire... Nous sommes le 20 janvier. Il faut toujours se souvenir des dates avec ce Covid-19. Nous sommes le 20 janvier. Ça veut dire que les mois de février et mars seront difficiles ? Eh bien, les projections, les modélisations nous mettent devant une certaine évidence qui est qu'on craint que ce soit extrêmement dur. Vous attendez, mars, en particulier mars. Ah, vous attendez à ce que le mois de mars soit très dur ? On s'attend à ce que le mois de mars soit très dur. On essaie de faire en sorte de casser cette dynamique, évidemment, avec toutes les mesures qui sont prises pour limiter la diffusion du virus et puis avec l'accélération, on l'espère, de la campagne de vaccination. Oui, on l'espère. On va y revenir, parce que vous l'espérez, vous médecins, tous les Français l'espèrent d'ailleurs. Tout le monde le demande au gouvernement, que l'on accélère, et aux laboratoires pharmaceutiques et à tous ceux qui sont impliqués dans la vaccination. Professeur Karine Lacombe, je m'attarde quand même. Le mois de mars sera difficile. Vous le dites. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir inéluctablement prendre des mesures plus contraignantes. Ce qui est extrêmement important, c'est de suivre les indicateurs. Ces indicateurs qui nous permettent quelque part de prédire ce qu'il va se passer. Et en fonction de ces indicateurs, il va falloir prendre les mesures qui sont nécessaires pour couper la dynamique. On n'évitera pas un reconfinement. Alors, est-ce qu'on va... Probablement que localement... quand il va y avoir une augmentation de plus en plus importante du nombre de cas et puis surtout des arrivées dans les hôpitaux de la réanimation, il y a un moment, il va falloir avoir plus de mesures coercitives que le couvre-feu. On va voir, on s'adapte. Toutes les semaines, les indicateurs sont mis au jour et on espère pouvoir prendre les bonnes décisions avant que l'on soit submergé. C'est toute l'importance de suivre. Il faut les prendre maintenant, les bonnes décisions, ou il faut attendre encore ? Eh bien, je pense qu'il faut qu'on fasse l'Allemagne. Oui, mais l'Allemagne, vous l'avez bien dit au début de notre entretien, elle a beaucoup plus de morts et un taux d'occupation des lits de réanimation qui est extrêmement élevé actuellement, alors qu'ils ont beaucoup plus de lits de réanimation que nous en France. Donc, ils ont mis en place des mesures qui sont actuellement très, très coercitives, beaucoup plus coercitives que ce qui a été fait lors de la première vague. Nous, actuellement, on n'est pas encore dans cette dynamique-là, donc il faut rester vigilant et pouvoir agir dès que l'on va voir que les indicateurs se dégradent. Donc aujourd'hui... C'est une balance, en fait, entre les deux. Je comprends. C'est une balance entre prévenir une dégradation importante de l'état sanitaire et de l'autre côté, malgré tout, essayer de maintenir une vie du quotidien qui tend vers une certaine normalité, entre guillemets. Oui, professeur Karine Lacombe, aujourd'hui on va annoncer, c'est officiel, que les remontées mécaniques dans les stations de ski ne seront pas rouvertes. Évidemment, les bars, restaurants, les salles de sport ne seront pas... Les bars ne seront pas rouverts, les restaurants non plus, les salles de sport non plus, les lieux culturels non plus. En Allemagne, c'est exactement la même chose d'ailleurs. Tout à fait. On ne peut pas... Là, on ne peut sûrement pas rouvrir. Non, une chose importante...
on voit bien que si on est actuellement dans une épidémie qui est plutôt en plateau, c'est parce que justement, d'abord, on a été très attentif et très précautionneux sur la période de Noël et du jour de l'an, qu'on n'a pas eu cette augmentation massive du nombre de cas dont on avait peur à la mi-janvier. Et ensuite, c'est parce que tous les lieux de convivialité, les bars, les restaurants, malheureusement, les lieux de spectacle où chacun se réunissait en groupe et facteur de transmission, eh bien, tous ces endroits-là sont fermés. Donc, on voit que c'était a posteriori des bonnes décisions, même si elles sont douloureuses. Alors, le variant anglais est plus contagieux. C'est évident, on le sait maintenant. On le sait, absolument. Il est plus contagieux. Donc, en Allemagne, qu'a-t-on fait ? Eh bien, on a rendu obligatoire le port du masque FFP2 dans les transports en commun. Est-ce qu'on devrait faire la même chose en France ? Alors, c'est très débattu. C'est très débattu dans la communauté scientifique. On a maintenant de plus en plus d'études, heureusement, sur l'efficacité du masque chirurgical, du masque en tissu avec la bonne norme ou du masque FFP2. Non, ici, mais à l'hôpital. On porte un masque FFP2 quand on rentre dans les chambres de patients qui sont très contagieux, donc qui ont beaucoup de virus. Mais au sein de l'hôpital, on porte le masque le masque chirurgical comme celui que j'ai ici, et on n'a pas. Il y a un point qui est important dans les autres services hospitaliers où on porte le masque chirurgical comme celui-ci. On n'a pas plus de transmission entre personnels que dans les services. Voilà. Donc vraiment le masque chirurgical protège bien. Alors est-ce qu'il va falloir aller vers le port du masque FFP2 ? Écoutez, je pense que l'avenir nous le dira quand on aura des données plus solides qui vont en ce sens. Mais c'est vrai que c'est dur de porter toute la journée un masque FFP2. Pour nous qui le portons à chaque fois qu'on rentre dans une chambre de malade du Covid, eh bien, on est très content d'en sortir parce que les masques sont durs à porter. Vraiment. Karine Lacombe, une école maternelle du Bas-Rhin fermée jusqu'au 26 janvier parce qu'il y a beaucoup de cas de Covid dans cette école. Est-ce qu'il faut aussi prolonger les vacances scolaires ? Ça aussi, c'est une décision qu'il va falloir prendre rapidement. Oui, alors prolonger. Les vacances scolaires de février. Je pense qu'on ne peut pas faire de ce cas particulier une généralité. Il n'y a pas eu, depuis que les écoles ont rouvert au mois de mai, d'épidémie généralisée dans les structures scolaires. Et d'ailleurs, quand on regarde les résultats de l'enquête de Pasteur sur les lieux où on se contamine en France, le fait d'être professeur, d'être dans l'enseignement, était plutôt un facteur protecteur de la Covid-19. Avec le variant anglais, ça peut changer. Alors, avec le variant anglais, ça peut éventuellement changer parce que c'est un virus qui est plus contagieux, que les enfants peuvent facilement se transmettre les uns aux autres. Donc on va voir, il faut se baser sur les chiffres. Pour nous résumer, j'ai lu ce que vous avez déclaré. Vous avez dit un retour à la vie normale sera possible à la rentrée de septembre. On espère. Alors, il y a une grande. On l'espère. Quand on l'a dit, alors quand on a dit ça, je n'ai pas été la seule à le dire. Non, on a beaucoup de scientifiques. Quand on l'a dit, il y avait deux facteurs que l'on ne maîtrisait pas complètement. C'était l'émergence de ces variants très contagieux et la dynamique de la campagne de vaccination. Il va vraiment falloir qu'on ait un ajustement sur ces deux facteurs pour qu'on puisse effectivement tendre vers une vie normale. On y croit encore, mais voilà, il faudra qu'on soit très proactif sur la vaccination. Karine Lacombe, je regardais toutes les études conduites sur le coronavirus et sur l'évolution de ce virus, qui pourrait devenir finalement, vous allez me dire si je dis des bêtises, une simple grippe. Non, que l'on pourrait retrouver chaque année. Absolument, ça peut tout à fait devenir un virus saisonnier. Ce ne sera pas le premier coronavirus, parmi les 4 coronavirus qui sont des virus saisonniers qui reviennent en hiver. Au moins l'un d'entre eux a donné probablement sur la période du Moyen-Âge une épidémie massive avec un très grand nombre de morts qui au début a été attribuée à une pandémie de grippe. Et finalement, on sait maintenant avec ce qu'on appelle l'archéovirologie que c'était la paléovirologie que c'était un coronavirus et qui maintenant est devenu un coronavirus extrêmement banal, saisonnier. Donc on espère. Ce ne sera pas pour demain. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un jour peut-être, nous revenons à la vaccination dans un instant, je vais vous parler des traitements, mais ça veut dire qu'un jour peut-être, nous devrons, comme pour la grippe, nous faire vacciner chaque année contre le coronavirus. Écoutez, là, c'est un peu tôt pour le dire. Avec un nouveau vaccin chaque année. C'est une possibilité. Alors attention, le coronavirus n'est pas du tout identique au virus de la grippe. Il ne mute pas du tout comme le virus de la grippe. Donc, je pense que l'analogie est pas complètement appropriée.
Très bien. Les traitements, Karine Lacombe. Hier matin, ici même, Nicolas Dupont-Aignan affirmait que des traitements étaient efficaces dans de nombreux pays du monde contre la maladie et finalement faisait disparaître ce Covid-19. Qu'en est-il véritablement? Y a-t-il aujourd'hui des traitements qui permettent de soigner cette maladie? Évidemment non. C'est sûr, probablement que M. Dupont-Aignan pensait à l'ivermectine, pensait à la vitamine D comme moyen de prévention. Vous pensez bien que la France, comme d'autres pays occidentaux, si ces traitements miracles existaient, comme l'ivermectine, comme en son temps l'hydroxychloroquine, la vitamine D, évidemment qu'on les utiliserait et tout le monde serait content et l'épidémie n'existerait plus. Donc non, bien sûr que non. Ni l'hydroxychloroquine, ni l'ivermectine, ni la vitamine D en moyen de prévention ne sont efficaces en tant que telles sur la Covid-19. Oui, il y a eu quand même beaucoup d'études scientifiques autour de la vitamine D. Bien sûr. Il y a eu des études qui pourraient avoir un effet protecteur. Donc c'est faux. Attention, corrélation ne veut pas dire causalité. C'est extrêmement important et l'état actuel des connaissances montre que la vitamine D n'est pas un moyen efficace de prévention de la Covid-19. Bien, l'hydroxychloroquine, vous avez lu ce qu'a déclaré Didier Raoult, qui reconnaît l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre le coronavirus dans sa première étude, mais il ne remet pas en question le traitement qu'il propose. Oui. Bon. Oui. Bon. Vous n'avez rien à dire, quoi. Il dit que, mais non, mais il dit que la durée d'hospitalisation et la charge virale, grâce à l'hydroxychloroquine, sont plus courtes. Ça n'a jamais été prouvé. Bon, on ne va pas revenir là-dessus. Voilà, je pense que le débat est clos. Le débat est clos depuis longtemps. Il vous a fait souffrir, je le sais, Karine Lacombe. Enfin, franchement, je pense vraiment que le débat est clos. D'accord, ok. Alors, on n'en parle plus. Parlons de la vaccination. Et là, essayons encore une fois de plus de pousser à quoi? De pousser à la vaccination. Et de pousser à quoi? On veut des doses. Les Français veulent des doses. Ils veulent savoir, mais ils veulent des doses. Et vous aussi, vous êtes confrontés à cette pénurie? Évidemment, bien sûr, toutes les structures qui vaccinent en France sont soumises à l'approvisionnement en doses de vaccins ou pas. Et effectivement, il y a actuellement un ralentissement de la mise à disposition de ces doses, en particulier parce que la demande de production au niveau mondial est extrêmement forte. Et donc, le laboratoire qui fabrique le premier vaccin qui a été mis sur le marché augmente sa cadence de fabrication. Et pour faire face à la demande, a été obligé d'agrandir ses lignes de production. Et le corollaire, c'est que toute cette semaine-là, les livraisons dans tous les pays du monde, mais peut-être en particulier en France, je ne sais pas, a beaucoup diminué. On devrait reprendre un rythme normal de livraison la semaine dernière, mais en attendant... La semaine prochaine, mais en attendant, toute cette semaine, on vaccine moins que ce qu'on aurait voulu. Oui, très bien. C'est problématique, c'est très ennuyeux. J'imagine que le monde entier met la pression sur ce laboratoire, Pfizer-BioNTech, sur ce vaccin, pour faire fabriquer ce vaccin et pour la livraison de doses. Le monde entier, l'Europe a déjà mis une forte pression sur Pfizer pour qu'il fabrique vite. Bon, d'accord, mais enfin, pardon, mais l'industrie pharmaceutique dans le monde est puissante. Pourquoi est-ce que d'autres grands, des big pharma, comme on dit, ne fabriquent pas le vaccin BioNTech? C'est d'utilité mondiale publique, ce vaccin BioNTech-Pfizer, dans leurs unités. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de licence de fabrication? Ça, c'est une bonne question. Ce serait extrêmement important que l'on puisse très rapidement avoir des délégations de licences pour fabriquer dans d'autres structures ce type de vaccin. Alors attention, on est là pour l'instant sur une période assez courte où on n'a que 2 vaccins sur le marché. Oui. Très rapidement, va en arriver un 3e et puis un 4e. Et probablement qu'à l'horizon d'avril, on aura beaucoup plus de vaccins et donc une capacité de vaccination bien augmentée. Là, ce qui nous pose problème actuellement, c'est qu'on voudrait accélérer la campagne de vaccination. Il y a 3-4 mois. Vous demandez une accélération de cette campagne? Oui, bien sûr, parce qu'on pense que c'est le seul moyen d'enrayer la diffusion de ce fameux variant anglais dont on parle depuis quelques semaines et sur lequel le vaccin actuel semble être efficace. Oui. Et on ne sait pas ce qui risque d'émerger dans l'avenir. En vaccinant les personnes âgées,
En vaccinant les personnes à risque, on les protège plus. Je rappelle un chiffre, je le regarde. Attendez, je l'avais noté, les nouvelles statistiques, plus de 90% des décès du Covid-19 surviennent chez les plus de 65 ans. Oui. 93%, âge moyen de décès dû au Covid, 82 ans en France. Oui. Hein, oui, en oui. France. Oui, oui. Donc, Absolument. ce sont les personnes qui le plus souvent sont dans des EHPAD ou chez elles, des personnes très âgées ou en difficulté de santé, qui sont les premières victimes. Si ces personnes sont vaccinées, elles ne seront plus les premières victimes. Alors effectivement, c'est l'orientation qui a été prise avec cette ressource vaccinale qui est actuellement une ressource limitée, c'est d'agir plutôt sur la morbidité, c'est-à-dire les formes graves qui arrivent à l'hôpital, et la mortalité. Et c'est pour ça que dans un premier temps, on a protéger les soignants, en particulier ceux qui vont faire des formes graves et qui, s'ils sont malades, ne peuvent plus participer au fonctionnement du système de soins. Et dans un deuxième temps, les personnes qui sont âgées, qui ont des maladies particulières, etc. Parce qu'on a une ressource qui est limitée. Le nombre de vaccins actuellement en France est limité. En revanche, si on arrive à accélérer la campagne de vaccination, eh bien petit à petit, on ira vers une vaccination plus large. Vous êtes comme les maires, comme les présidents de région, vous lancez un appel à l'accélération de la vaccination. Il faut absolument accélérer. Plus vite. Absolument, il faut accélérer. Qu'on se débrouille comme on veut, mais ça c'est la responsabilité de l'État. Pardon de vous dire. Enfin, c'est pas vous. Bien sûr, c'est la responsabilité de l'État. La négociation avec les laboratoires, la négociation avec l'Union européenne est absolument fondamentale et on entre dans une phase qui est critique où il faut accélérer les choses. Combien de temps le vaccin protège-t-il une personne vaccinée? Est-ce qu'on le sait? On ne sait pas encore. Les premières personnes vaccinées dans les essais thérapeutiques l'ont été en juillet l'année dernière. On est actuellement 8 mois plus tard. On attend d'ailleurs la publication. Est-ce que ces personnes sont toujours protégées ou pas? On ne sait pas. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Alors, on a quand même de fortes présomptions sur l'efficacité à long terme de la vaccination. Ce que l'on sait déjà, c'est que une fois qu'on est vacciné, on a plus d'anticorps à un taux plus élevé que quand on a fait simplement la maladie. Donc, les anticorps post-vaccinaux restent en tout cas, sont plus élevés. On atteint un seuil plus important que quand on développe des anticorps après la maladie. Et donc, on sait aussi, par analogie avec les autres vaccinations, que quand on a un haut taux d'anticorps, bien, ce taux d'anticorps persiste plus longtemps. Si on a eu le Covid, est-ce qu'on doit quand même se faire vacciner? Oui, tout à fait, parce que c'est votre cas, anticorps, je crois, oui, tout à fait. Oui. Les anticorps que l'on a après avoir été malade durent moins longtemps. Oui. Donc il faut effectivement se vacciner. En France, on a pris un délai de 3 mois après un épisode de Covid pour être vacciné. Oui. Bien, on ne sait toujours pas si une personne vaccinée est contagieuse, ça, toujours pas. Alors ça aussi, on a quelques données préliminaires qui laisseraient supposer qu'on a moins de risques d'être porteur asymptomatique, donc contagieux, mais ce sont des données qui sont très préliminaires et qu'on a besoin de conforter. Est-ce que vous êtes favorable? Le temps de la science, c'est pas, on l'a déjà dit, le temps politique ou le temps médiatique. Le temps de la science, il faut nous laisser le temps d'accumuler les preuves pour justement qu'on mette à la disposition du public de l'information qui soit vérifiée. Vous êtes favorable à un certificat de vaccination? C'est difficile. Les certificats de vaccination, ça existe déjà. Par exemple, contre la fièvre jaune, on ne peut pas aller dans certains pays endémiques sans avoir un certificat de... Écoutez, je pense que c'est une décision politique. Ça ne relève pas tellement du champ sanitaire. Oui, des champs sanitaires. Bien. Merci beaucoup, Merci à vous. Professeur Karine Lacombe, d'être venue nous voir ce matin. Vous êtes sur RMC BFM TV pour savoir le matin. Il est 8h53.